J'ai dernièrement discuté avec un jeune homme avec qui on parlait beaucoup du concept d'ego, du concept d'amour et de l'existence même en fait de l'ego en nous. Est-ce qu'il faisait partie de nous? Est-ce que c'était quelque chose d'étranger? Est-ce qu'on devait l'antagoniser? Est-ce qu'on devait le transformer en notre ami? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut le comprendre, le conceptualiser? Parce que c'est vrai que lorsqu'on touche à des concepts comme ça, d'ailleurs, sachant même que la psychologie n'est pas une science, elle est encore considérée comme une pseudo-science ou alors un petit peu comme une philosophie, parce qu'effectivement, avant d'être une science, les disciplines sont des philosophies, avant d'avoir accumulé suffisamment de preuves irréfutables, justement, avoir des axiomes principaux qui définissent une discipline, elle est considérée comme une philosophie. Tout ça pour dire qu'effectivement, le concept même de l'ego est un concept qui est étudié d'une telle manière, en tout cas avec ces termes-là, sans parler de tout ce qui touche à l'aspect spirituel, que depuis quelques dizaines d'années, on pourrait dire à la rigueur jusqu'à une centaine d'années, un siècle, voire deux, mais sans plus, notamment avec les efforts des travaux de Sigmund Freud et de Carl Jung, notamment. Et donc tout ça pour revenir au sujet, l'ego, est-ce que c'est un ennemi, notamment dont le livre qui s'appelle L'ego et l'ennemi, qui pourrait nous le suggérer? En réalité, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Pour une raison très simple. L'ego pourrait être comparé un petit peu à un enfant capricieux qui a été éduqué par des parents qui sont, on va dire, plein d'amour, mais à la fois un petit peu négligents, qui vont imposer un petit peu leurs propres croyances, leurs propres idéaux, et venir cadrer justement cet enfant, qui est l'ego, d'une certaine manière, venir le modeler, un petit peu comme avec la pâte à modeler, comme un monsieur patate, bon, vous avez compris. Et le problème avec ça, c'est que dans ce cadre-là, on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas vraiment savoir qui on est, parce qu'on va avoir tendance à s'identifier à l'ego. On va croire qu'on est lui, c'est-à-dire qu'on est lui et c'est nous, et donc avec seulement de rares éclairs de lucidité, on va se rendre compte que nous ne sommes pas l'ego, mais ce qui ne veut pas pour autant dire que l'ego en soi est mauvais. Et je vais même aller plus loin que ça. Il y a ce concept notamment qui a été évoqué, qui est connu depuis déjà une trentaine d'années, de Robert Moore et Douglas Gillette, qui ont fait un essai très intéressant qui s'appelle King Warrior Magician Lover, qui correspond à 4 grandes énergies archétypales qui sont observées, qu'ils ont pu observer chez des milliers d'analysantes, donc d'individus qui participaient à des psychanalyses. Et en sachant cela, on peut voir donc là l'expression donc de différentes énergies archétypales, comme on l'a vu, roi, guerrier, magicien, amant, qui vont prendre différentes formes dans leur, je dirais dans notre quotidien en tout cas, notre manière d'agir, de parler, de comprendre les choses. Et ils vont même jusqu'à évoquer quelque chose de très intéressant, qui est le fait que parfois, lorsque une de ces énergies archétypales n'est pas respectée, n'est pas écoutée, n'est pas harmonisée avec les autres énergies archétypales, elle va s'exprimer de manière compensatoire très rapidement et sans vraiment qu'on puisse avoir de contrôle dessus. Et je vais vous poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'agir d'une manière qui était très différente que vous avez d'agir d'habitude, et après coup, après avoir vu cette action, vous dites mais comment est-ce que c'est possible que j'ai pu agir ainsi? Et vraiment avoir presque un bug, ne pas comprendre comment il est possible de pouvoir agir ainsi. Effectivement, ça m'est déjà arrivé en tout cas, et ce concept-là est expliqué par le simple fait que cette énergie archétypale qui est non harmonisée va s'exprimer de manière intempestive, ce qui va être le principal problème. Et pour revenir à notre sujet de l'ego a vraiment une fonction, je dirais, utile par rapport à ces énergies archétypales, qui vont s'exprimer de manière singulière, de manière individuelle, tant qu'elles ne sont pas harmonisées toutes ensemble, fondamentalement c'est ça, parce que l'ego va agir comme une cloison, va venir cloisonner, donc on va dire, les 4 énergies archétypales, pour faire en sorte qu'elles puissent être exprimées partiellement, une, puis l'autre, etc., sans qu'il y ait justement cette notion d'interruption. Et est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle une personne qui n'a pas d'ego? En tout cas, pas d'ego dans le sens spirituel,
Parce que ce sens-là, le pas d'ego ne veut pas dire pas d'ego. Il veut simplement dire qu'il y a un ego qui est complètement maîtrisé et qui vient tout laisser passer. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation totale, profonde, qui est en fait la définition de l'amour, sur laquelle on pourra revenir bien sûr sur notre vidéo. Mais la notion de pas d'ego, l'ego vraiment est inexistant, il est absent chez un individu. Ça existe, c'est une condition qu'on pourra considérer comme médicale, et ça s'appelle la schizophrénie. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie? C'est l'expression intempestive, sans notre contrôle, des différentes énergies archétypales, tour à tour, qui sont présentes donc en nous. Et quand on prend un petit peu ce degré de perspective, on se rend compte de la place prépondérante de l'ego dans notre société, parce que c'est un outil de contrôle, faire en sorte de contrôler la manière dont on va se tenir, dont on va se comporter, avec des conditionnements. Effectivement, c'est l'ego qui est conditionné. C'est pas l'ego et le corps, on peut le dire, effectivement. Le mental en lui-même n'est pas spécifiquement conditionné, l'esprit ne l'est pas, même si on en rentre dans des sujets qui sont plus ésotériques. Effectivement, il y a un degré de contrôle qu'on va pouvoir exercer sur lui, même sans avoir conscience que nous ne sommes pas l'ego, qu'il n'est pas nous, mais en réalité, c'est bien plus lui qui nous contrôle, parce qu'on va avoir des réactions, ce qu'on va appeler des triggers, des réactions donc intempestives, sans forcément parler de ces énergies archétypales qui pourraient s'exprimer au travers de nous, simplement parce qu'elles ne sont pas harmonisées. Là, ça pourrait être simplement le fait qu'il y ait quelque chose de non résolu dans notre enfance, typiquement. On parle de blessures, de traumatisme, peu importe, mais c'est vraiment ce concept qui est clé dans la compréhension de l'ego et dans la compréhension de... C'est pas vraiment sa fonction, mais la manière qu'il va avoir de nous influencer, disons, là au-delà de notre contrôle sur lui, c'est par le fait qu'il va réagir avant tout par rapport aux conditionnements qui l'ont forgé. Et les conditionnements qui l'ont forgé sont des conditionnements qui vont être sur la base, habituellement, des blessures, niveau 1, traumatisme léger, traumatisme lourd. Blessure, c'est vraiment cette surface, on pourrait dire. Traumatisme léger, c'est plus en profondeur. Traumatisme lourd, imaginez la différence entre le fait de vous couper juste un petit peu le bout du doigt et le fait d'avoir un trauma crânien. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Au-dessus de ces trois aspects, blessure, traumatisme léger ou lourd, qui vont être en fait un ensemble de choses relativement similaires, simplement le degré d'impact va être différent. C'est en fait la même chose sur un spectre, fondamentalement sur un scope, va venir être la base, les piliers sur lesquels les conditionnements vont venir se créer. D'accord? Ce qui fait que les croyances limitantes, réellement, elles n'existent que sur la base de ces blessures, de ces traumatismes. Donc là, on peut comprendre en fait que il y a d'un côté le travail, je dirais, de désamorçage de ces mini-bombes qui sont présentes en nous, parce qu'elles vont prendre la forme généralement de nœuds qui vont être aussi présents physiquement, pas uniquement psychiquement. Le concept même d'émotions somatisées dans le corps, avec certaines douleurs qui peuvent apparaître dans certains endroits du corps, avec même certaines études qui ont été faites, que je ne pourrais pas citer ici, mais concernant des individus qui avaient subi un traumatisme extrêmement similaire, et on ne parle pas de juste 5 à 10 individus, on parle de vraiment plusieurs dizaines d'individus, voire, il me semble, de mémoire 300 individus à peu près, qui avaient la même douleur, exactement au même niveau de leur intestin grêle, et qui avaient subi le même traumatisme qui était certains attouchements sexuels dans leur enfance. Donc c'est là qu'on peut se rendre compte vraiment de l'aspect interconnecté de la psyché et du corps. Très puissant. Et sur cette base-là, donc, il faut se rendre compte que d'un côté, il y a le travail d'assainissement, de désamorçage de la base, qui va être donc le travail sur le passé, sur ces choses-là qui nous atteignent encore, même dans le présent, blessures, traumatisme. Et derrière, après avoir assaini les fondations, qu'est-ce qu'on fait? On vient balayer complètement tout ce qu'il y avait au-dessus, forcément. Et derrière, on vient reconstruire quelque chose qui est bien plus sain, bien plus agréable, et qui nous permet de vivre vraiment pleinement. Et c'est vrai que généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos approches plutôt traditionnelles, il va y avoir, par exemple, si on parle du concept même de REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, ça va être un concept, une forme de thérapie qui va avant tout servir à
désamorcer les croyances limitantes, ou en tout cas déconstruire les croyances limitantes pour faire en sorte de construire des croyances qui sont illimitées, des croyances qui sont saines. C'est très bien. Simplement, ça ne vient pas traiter, disons, la cause. Ça ne vient que traiter les symptômes. Ce qui fait que ça va être voué à réapparaître, mais juste d'une autre forme. A l'inverse, il y a aussi d'autres thérapies, typiquement qu'on peut considérer comme le MDR, thérapie de troisième vague, qui va permettre de traiter des individus qui ont des syndromes de stress post-traumatiques. Des traumatismes donc généralement légers, mais principalement lourds. Ça peut être agression, ça peut être viol par exemple, surtout dans l'enfance, etc., etc. Ça n'apparaîtra pas que dans l'enfance. Un syndrome de stress post-traumatique, ça peut apparaître chez un vétéran qui a fait la guerre en Irak, peu importe. Effectivement. Quoi qu'il en soit, le MDR va servir par exemple à traiter ces traumatismes lourds, mais liés à des souvenirs très spécifiques. Parce que notre psyché va vraiment réagir. En fait, on va avoir cette réaction presque instinctive et émotionnelle forte à une situation précise. C'est le concept même des traumatismes légers et lourds. Là où, pour le coup, plus de contexte, mais les blessures, ça va être quelque chose de beaucoup plus sur du long terme, la longueur. Il n'y a pas un souvenir généralement précis. Ça va être quelque chose qui va être élongué. Voilà. Donc le MDR, elle, va venir traiter effectivement les traumatismes qui sont à la base des croyances limitantes. Mais quid à ce moment-là de tout ce qui touche aux croyances limitantes? Voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit peu différents aspects qui sont traités par différentes thérapies, mais on ne trouve que très peu, voire pas du tout, justement, une thérapie qui englobe le tout. C'est-à-dire d'un côté la partie désamorçage des émotions somatisées, des croyances, des blessures et des traumatismes, et de l'autre, la déconstruction des croyances limitantes qui sont au-dessus. Parce que même si on a assaini effectivement la base, ça ne veut pas pour autant dire que les croyances limitantes qui se sont créées au-dessus de cette base-là vont disparaître comme ça. Et non. Il y a un travail à faire dessus. Mais ce qui est quand même bien dans la chose positive par rapport à ça, c'est que le fait que de désamorcer les émotions somatisées, donc de travailler sur le passé, ça va vraiment nous aider, c'est le travail de fond qui nous aide vraiment, qui nous facilite la tâche pour venir déconstruire les croyances limitantes. Parce que, effectivement, la différence va être beaucoup plus marquée si on parle d'individus qui ont des traumatismes lourds, parce que là, le différentiel est énorme, en fait, entre l'état de stress intense dans lequel ils se trouvent régulièrement et les triggers qui vont être très violents pour eux au vu de la lourdeur de leur traumatisme. Mais pour des individus qui ont des blessures, la différence est quand même beaucoup plus faible, elle est minime en comparaison. Ce qui veut dire que l'impact qu'on va pouvoir remarquer va être très différent si on parle d'individus desquels on traite les blessures versus des individus desquels on traite des traumatismes lourds. Donc c'est aussi à prendre en compte. Malgré cela, le fait que d'assainir d'abord la base va vraiment permettre une grosse différence, que ce soit, en fait, de manière comparative, que ce soit pour ceux qui avaient des blessures, que ce soit pour ceux qui avaient des traumatismes lourds, dans le cadre de la déconstruction des croyances limitantes. Tout ça pour en revenir au fait de l'ego, et on conclura là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut se rendre compte par rapport à l'ego? Ce n'est pas un ennemi, même si on voudrait bien le vilifier, je dirais même, le transformer en démon, un démon qui nous possède, ce n'est pas nous, c'est l'ego. On pourrait se dire d'un côté oui, de l'autre non. Oui, effectivement, l'ego a tendance à s'exprimer au travers de nous parce qu'on s'identifie à lui, mais donc ça vient de nous en fait, c'est pas l'ego qui est l'ennemi et qui agit comme ça au travers de nous. Non, non. L'ego, en fait, c'est vraiment un enfant qui est apeuré, qui est énervé, qui est frustré, qui ressent plein d'émotions négatives et qui va s'exprimer au travers de nous parce que on lui donne le loisir de le faire, parce qu'on s'identifie à lui. Étant observateur silencieux, dans notre siège au fond de notre conscience, on a l'impression d'être cet ego. En le regardant, on sympathise avec lui, donc on a l'impression d'être lui. Alors que pour autant, dans la mesure où on relâche toute tension, on se rend compte que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on n'est pas notre ego, on l'accepte malgré tout, et c'est parce qu'on l'accepte sans pour autant lui donner le loisir que d'exister au travers de nous, c'est-à-dire comme si vraiment on était lui, donc sans lui donner le loisir de s'identifier à lui, même si encore une fois il n'a pas de malveillance, il n'est pas en train de chercher à nous nuire, non, c'est simplement un mécanisme d'autoprotection, pas de nous mais de lui-même. Et aussi du fait que ça nous aide à, comme on dit, cloisonner les énergies archétypales. Ça implique que l'on puisse simplement, ou que l'on ait simplement, je dirais, à accepter
son existence, en se rendant compte de à quel point, malgré tout, il joue un rôle crucial dans notre vie, sans pour autant venir donc l'antagoniser, bien évidemment, parce que partir en croisade contre lui, ça ne peut pas se solder par des choses positives. Encore une fois, dans la mesure où on va venir se mettre en guerre, il y a une forme de négativité, et donc on ne peut pas avancer, parce qu'il y a un état de tension. La tension provient d'une émotion primordiale de peur, et ce qu'on veut avant tout pour pouvoir vraiment évoluer, c'est une émotion primordiale d'amour. Et là, certains petits malins pourraient dire, effectivement, mais la pression crée les diamants. Pressure makes diamonds. Et c'est vrai. Il y a une forme de pression à ressentir pour pouvoir, je dirais, être bonifié. Maintenant, la question à se poser, c'est a-t-on besoin d'être dans un état de tension pour faire en sorte de résister ou en fait, d'avancer au travers de cette pression? Et je vous dirais que non. On fera une autre vidéo à ce sujet, bien sûr, par rapport à l'état de tension versus l'état de relaxation. L'exemple le plus concret que je puisse vous donner pour conclure, qui vous donnera de matière à réfléchir, c'est la douche froide. Deux approches à la douche froide. Je rentre dedans, je me tends complètement, je résiste à la fraîcheur de l'eau qui vient s'infiltrer par les pores de ma peau. Ou alors, deuxième option, je me détends complètement et j'accepte cette sensation qui, même si elle a l'air déplaisante en premier lieu, en réalité peut être tout aussi agréable qu'une autre. On accorde nous-mêmes, je dirais, l'attention sur une chose ou une autre, et donc l'acceptation d'un ressenti ou d'un autre. Sur ce, c'était Rémi, bon courage.